Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo où je reviens sur 4 suites généralement mal aimées voire détestées du cinéma d'horreur, puisque vous savez à quel point j'adore le cinéma d'horreur. Je vais donc revenir du coup sur ces suites principalement de sagas et de licences plutôt cultes, et vous dire pourquoi moi je les adore et pourquoi je ne comprends pas qu'elles soient mal aimées. Bref, c'est parti, ça va un petit peu spoiler mais pas trop quand même, je vous rassure. On attaque direct avec la saga Freddy. Et je vais parler de l'épisode 5. Non, vous n'allez pas non plus défendre l'épisode 6, faut pas abuser les gars. Lui, il est vraiment nul. Le 5, en fait, l'enfant du cauchemar, ben, c'est un film qui souvent est considéré comme mauvais, comme raté, comme à la rigueur prometteur, mais qui se prend les pieds dans le tapis. Ça, c'est pour ceux qui sont le plus gentils, je dirais. Mais je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, j'ai fait découvrir la saga à mon conjoint il y a quelques temps, où on s'est du coup binge-watché l'intégralité en 3 semaines. Et le 5, c'est son préféré. Vraiment. Et vraiment, en le revoyant aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de choses où les gens sont passés à côté. C'est pas possible. Cette espèce de métaphore autour de l'enfant, autour des rêves, le côté à la fois éveillé mais endormi alors que la personne n'est pas endormie. Parce que dans cet épisode, en fait, on a Freddy qui va utiliser les rêves du bébé dans le corps de la mère pour pouvoir lui faire voir comme des rêves, en fait, alors qu'elle est éveillée. Enfin, je sais pas si tu m'as bien saisi. C'est quand même un concept assez farfelu. Fallait y penser, mine de rien. Et du coup, on a une dimension qui est beaucoup plus mature, qui est beaucoup plus adulte. C'est celui qui va revenir le plus, en fait, sur, là aussi, un petit peu la story de Freddy. On va avoir tous ces passages dans l'asile qui sont hyper réussis. On a une photographie qui est vraiment impeccable. Là aussi, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Il y a de vrais plans, il y a de vraies bonnes idées de mise en scène. Freddy 5, pour moi, c'est une pépite. Alors oui, c'est clairement pas le plus Freddy de la saga. C'est peut-être celui, effectivement, où notre boogeyman sera un petit peu moins Freddyesque que les autres. Mais pour le coup, ça fait plaisir de le voir dans un exercice un petit peu plus différent, qui va permettre de dépoussiérer une saga qui en avait grand besoin dès ce 5e épisode, hein, clairement, parce que c'est vrai que ça commençait un petit peu à stagner. Le fait qu'on ait là aussi le retour d'une héroïne de l'épisode précédent et qui ne va pas mourir, là aussi ça fait plaisir d'avoir enfin une héroïne qui survit à plus de 2 films. C'est très intéressant, je trouve. On a vraiment cette dimension plus mature, fini les lycéens, je veux dire, donc voilà. Là, on est sur des jeunes adultes. Et franchement, pour moi, Freddy 5, il y a tout qui fonctionne. Que ce soit la réal qui est très inspirée, que ce soit la photographie qui est très originale, que ce soit le scénario qui est très alambiqué, mais ça fonctionne là aussi parce qu'avec le reste, c'est ultra raccord. Bref, c'est une mine à bonne idée, ce film. Je peux pas dire mieux. Ça fourmille de bonnes choses. Ça aurait mérité peut-être d'être un peu plus perfectible avec un petit peu plus de budget et surtout un petit peu moins de censure. Mais en soi, Freddy 5, pour moi, c'est une masterclass. C'est très onirique, c'est très fantastique. Et c'est peut-être pour ça que le film est souvent mal aimé, parce que c'est moins horrifique qu'à l'accoutumée. On enchaîne avec probablement mon film préféré de cette sélection. Ce film, ça va être Hellraiser chapitre 8, Deader. Et là, c'est vraiment là où je pense que beaucoup vont me détester. Mais oui, je suis désolé, moi j'adore ce chapitre. Alors, Hellraiser, c'est très simple. C'est une saga où il y a eu les 4 premiers films qui forment une même timeline à peu près cohérente, avec à peu près un début, à peu près une fin. Et à partir du 5e épisode, là, on est tombé sur du DTV, donc du direct ou vidéo. Et là, on était sur une histoire indépendante à chaque film, clairement. Il y a eu un 5, 6, 7, 8... Et du coup, ces 4 épisodes-là, on était sur 4 films totalement indépendants les uns des autres. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui existent où on explique d'ailleurs tout ça. Hein. C'est souvent des scénarios qui étaient faits pour d'autres films et on leur a dit, tu récupères ce scénario et tu y greffes en fait la mythologie Hellraiser dessus. Ce qui du coup est parfois assez compliqué et ça nous donne des résultats assez désastreux comme l'épisode 6 ou très intéressants comme le 5 et surtout l'épisode 8. Puisque là, clairement, c'est de celui-là que je veux vous parler. Oh my god, depuis tout à l'heure, je dis épisode 8, c'est l'épisode 7, I'm so sorry. Oh maman, ne m'insultez pas, c'est l'épisode 7 de Hellraiser, Deader. Bref, alors, pourquoi je l'aime déjà par rapport au lieu de tournage? Ça a été tourné, me semble-t-il, donc en Roumanie,
Et on va changer de décor un petit peu. Alors, je précise en Roumanie parce que là-bas c'est moins cher. Mais c'est pas grave. Ça fait du bien de changer de décor. On a une héroïne qui en fait a tout du anti-héros. Donc ça, là aussi, ben, ça fait plaisir un petit peu. Même si c'était le cas dans les premiers films, c'est certain, c'était aussi des anti-héros. Là, on a vraiment le cliché, en fait, si tu veux. Le cliché de l'anti-héroïne. Elle fume, elle boit, elle se drogue. Vraiment, voilà, c'est vraiment la fille très fréquentable. Et il va y avoir tout cet univers, en fait, la ville en elle-même va être un personnage. Et va s'articuler autour de cet univers un petit peu des Cénobites. Et c'est pour ça que vraiment, la première fois que je l'ai vu, je l'ai beaucoup aimé. Et il a fallu que je le revoie pour savoir si oui ou non, ben, c'est moi qui avais un peu fumé la moquette en mode, bah, je comprends pas pourquoi tout le monde le déteste. Ou si alors, ben non, c'est bien ça. Mais je suis désolé de le dire, mais oui, c'est bien ça. Le film, il est génial. Alors, oui, je suis d'accord, il y a des choses qui sont complètement pétées par rapport à l'univers Hellraiser. Hein. Avant, c'était un puzzle où il fallait mettre 2 heures à résoudre le puzzle pour pouvoir l'ouvrir. Là, à un moment donné, elle jette littéralement le cube par terre et il s'ouvre tout seul. Bon, ok, allez, pourquoi pas. Mais c'est pas plus bête que certaines autres idées qui ont été pondues dans la saga dans les films précédents. Au bout d'un moment, on a aussi le droit à 2 ou 3 facilités scénaristiques. Les effets spéciaux sont clairement pourris, mais en même temps, c'est du DTV, les gars. Donc, on passe outre. Il y a une vraie philosophie dans ce film, on a vraiment un côté très onirique, un petit peu comme Freddy 5 d'ailleurs. Hein. On a vraiment ce côté mysticisme, secte, où on essaie un petit peu de comprendre, ça va nous perdre complètement, arriver à peu près à 1 heure du film, quand on va revenir du coup sur toute l'histoire de notre anti-héroïne, et vraiment on va découvrir son passé, et là vraiment ça va perdre le spectateur, mais c'est volontaire je pense. Et c'est pour ça que c'est un film qui est un peu hypnotisant, un petit peu intriguant, et t'arrives jamais trop à savoir dans quelle direction ça va, sans pour autant qu'on soit sur une sortie de route. Et c'est pour ça que je pense que lui, Dider, en fait, c'est un 7e épisode qui s'est retrouvé noyé au milieu de la masse des suites totalement loupées. Et du coup, au milieu, pour moi, on a celui-là qui est plutôt pas mal du tout. Et le problème, c'est qu'il est noyé au milieu de la masse de trucs pourris, et du coup, qu'on n'en parle pas. Et c'est vraiment dommage. Je précise que celui-là, c'est le seul d'ailleurs à être interdit au moins de 16 ans, mais je n'ai jamais compris pourquoi interdit au moins de 16, hein, je ne comprends pas. Après, voilà, encore une fois, ça reste du DTV, donc c'est bourré de faux raccords, mais pour moi, c'est un DTV qui est vraiment haut de gamme, et je suis désolé, mais pour moi, Hellraiser 7 Dider est quand même largement au-dessus du 4e, donc franchement, non, je pense que c'est un film qu'il faut réévaluer, le prendre pour ce qu'il est, une espèce de pseudo-thriller horrifique, psychologique, vraiment c'est un peu tout ça quoi, tu vois. Alors oui, on sent le manque de moyens cruel, mais on sent aussi la vraie volonté de bien faire les choses et ça fait plaisir. Hellraiser Dider, regardez-le, redonnez-lui une chance. On enchaîne avec le 3e film de cette sélection, ça va être Souviens-toi l'été dernier 2. Et là aussi, récemment, ils ont annoncé du coup qu'il y aurait une nouvelle suite. Souviens-toi l'été dernier, un petit peu façon Scream 5, mais qui s'appelait pas 5 parce que c'était un requel. Là, a priori, ce serait la même chose, ce serait un pseudo requel. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, j'ai vu à quel point les gens détestaient le 2e opus, mais je ne comprends pas, les gars. Non, parce qu'à un moment donné, on va appeler un chat un chat. Souviens-toi l'été dernier 1. Mais c'est d'un ennui, mais vraiment. Mais il ne se passe rien dans ce film. Alors oui, t'as peut-être 1 ou 2 fulgurances à un moment donné. La mort du personnage de Sarah Michelle Gellar, effectivement, ça c'est une vraie grande scène, mais noyée au milieu du reste. Vraiment, c'est l'idée du film, le scénario de base, à savoir on renverse quelqu'un, il revient pour se venger. Là aussi, c'était une vraie bonne idée, mais qui a tellement mal été exploitée. Désolé, mais le jeu des acteurs, j'ai rien contre Jennifer Love Hewitt, mais à un moment donné, son jeu d'actrice, il est risible, hein, excusez-moi de le dire. Franchement, non, pour moi, le premier film, il est pas bon, il est pas nul, mais il est franchement pas ouf. Et le problème, c'est que ouais, les 2-3 fulgurances ne suffisent pas à le sauver. Et c'est vrai que quand j'ai vu le 2e à l'époque, je me suis dit, mais waouh,
pour moi, souviens-toi, l'été dernier 2, je l'avais vraiment mis au niveau des suites de Scream 2, Scream 3, en me disant, là, c'est un vrai slasher, on a le cadre qui est posé avec cette île un peu paradisiaque, c'est vachement intéressant, on a le climat qui joue énormément sur le scénario, on a des personnages qui sont mieux écrits, qui sont mieux traités, on reste sur des clichés parce que c'est le film d'horreur et que c'est comme ça, surtout dans un slasher. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment intéressant, en fait, je trouve. On a des personnages qui, encore une fois, ont une vraie philosophie, ce qui n'était pas forcément le cas dans le premier, où on était vraiment dans le truc ultra cadré, ultra cahier des charges respecté. Là, on sent dans ce deuxième opus que ça déborde un petit peu, et que forcément, ça part dans des directions, peut-être, qu'on n'attendrait pas pour ce genre de suite d'un film aussi carré que le premier. Mais ça fait plaisir, parce que là, j'ai vraiment l'impression d'en avoir pour mon argent, j'ai vraiment l'impression que cette fois-ci, on n'est pas sur une parodie de slasher, on est vraiment sur un slasher. Alors, encore une fois, le 2 pour moi, voilà, je le mets au même stade qu'un Scream 2, si tu veux, parce que je retrouve cette ambiance slasher à me dire, mais qui est le tueur réellement? Est-ce que c'est qui je pense? Est-ce qu'à la fin, je vais avoir un cliffhanger? Vraiment, je trouve qu'il y a tout qui fonctionne. Même le jeu d'actrice de Jennifer Love Hewitt, je le trouve beaucoup plus convaincant dans ce deuxième film. Le personnage, là aussi, qui est joué par Brandy, je l'adore vraiment. Ce perso, je l'adore, je peux pas dire mieux. Et oui, pour moi, souviens-toi l'été dernier 2, je suis désolé, mais il est largement supérieur au premier, il n'y a pas de débat possible. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dis-moi ce que tu penses de ces 3 suites que je t'ai présentées. Est-ce que tu les aimes? Est-ce que tu ne les aimes pas? Est-ce que tu les as vues ou est-ce que tu ne les as pas vues? Et est-ce que du coup je t'ai donné envie de les voir? Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses juste en dessous. N'hésite pas à liker si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à commenter dans la bienveillance et la bienséance. Et enfin, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, en attendant, moi je te dis à très vite. Salut!